Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilly. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Qualita avec un Israël demain un peu spécial ce matin. Un petit peu historique. Si je suis là, en général, c'est qu'il y a de on l'histoire. va faire un peu le lien entre la technologie et l'histoire avec, en fait, en ce moment, les 70 ans de l'État d'Israël et durant toutes ces années, Israël a dû faire face à on va dire, des défis, que ce soit dans le domaine de la sécurité, aussi de l'eau, on va le voir, dans des domaines aussi de tout ce qui concerne le domaine spatial. Exactement. Et nous allons aborder tous ces sujets et on va voir comment Israël a réussi au cours de ces 70 ans d'existence, comment Israël a réussi justement à faire face à ces défis, puisque ce sont vraiment des choses très importantes et des choses auxquelles Israël a dû faire face. Exactement. Alors, quand on parle d'Israël, donc on vient de fêter les 70 ans de l'État d'Israël. Il faut rappeler qu'Israël c'est un tout petit territoire, un petit territoire dont une grande partie, c'est un endroit qui est complètement désertique. On a très peu de ressources au final, de ressources naturelles. Il y a quelques années, on a découvert des ressources de gaz, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques dernières années, on va dire que la ressource naturelle, la principale en Israël, c'était le cerveau, quoi. C'était les capacités intellectuelles des Israéliens. Et en fait, Israël a dû faire face à ces défis très rapidement aussi, puisque la naissance de l'État d'Israël a été décidée et tout de suite, on a eu des problèmes qui se sont posés et en fait, Israël a dû faire face à ces défis. C'est comme vous le dites, grâce au génie, en fait, au génie israélien. Peut-être justement du fait qu'ils ont dû travailler un peu dans la précipitation, peut-être des fois. Alors, il y a une partie, c'est vrai qu'il y a eu de la précipitation, mais en général, faut être très clair à ce niveau-là. Les pères fondateurs de l'État d'Israël, les premiers sionistes, quand l'État est créé, ça fait déjà au moins 30 ans, voire 40 ans qu'ils habitent en Israël. Ben Gurion, il arrive dans les années, au début du XXe siècle en Israël. Et ce sont des personnes qui ont véritablement pris le temps d'analyser et d'étudier le terrain. Par exemple, si on peut parler de la première problématique, qui est la problématique de l'eau. Le problème de l'eau, Israël qui s'est posé tout de suite. S'est posé tout de suite. Israël est un petit territoire. On a des populations qui habitent, qui sont à l'époque, donc quand les recherches se sont faites, les populations ne sont pas pour autant tout à fait ennemies, mais plus tard elles le seront. Donc on a en fait les sources israéliennes, les sources d'eau en Israël. La première source, c'est le lac de Tibériade, à Kinneret, et c'est un lac au moment de la création de l'État d'Israël qui est partagé avec la Syrie, puisque le Golan appartient à la Syrie. Donc la Syrie utilise la moitié de ce terrain, et puis la Syrie est un ennemi déclaré d'Israël. Donc Israël ne peut pas faire ce qu'elle veut avec cette eau. Donc ça, c'est la première problématique. Et puis sinon, on a les sources du Kinneret et le Kinneret donc donne de l'eau pour tout le Jourdain. C'est les sources du Banyas qui sont elles aussi en Syrie, et puis on a une partie aussi des sources qui sont au Liban. Donc ce sont des populations ennemies, et le Jourdain, bien entendu, le Jourdain est partagé, c'est la frontière avec la Jordanie. La Jordanie aussi, à l'époque, on n'est pas de grands amis. Donc on se retrouve très rapidement, enfin les dirigeants de l'État, du nouvel État se retrouvent très rapidement confrontés à ce problème. D'où on va trouver l'eau? Alors tout de suite, il y a cette problématique, et donc la première chose en fait que l'État d'Israël fait, et ça c'est une décision qui est déjà prise alors que l'État n'est pas encore construit, quoi. Avant 1948, les personnes qui s'intéressent à ce sujet, si je ne me trompe pas, c'est Moshe Charet qui va entre autres être responsable de la création de Amovil Artsy, c'est-à-dire de cette grande compagnie des eaux israélienne. La première chose qu'elle fait, elle va privatiser, elle va à l'inverse, elle va pas privatiser, elle va nationaliser les réserves d'eau. C'est-à-dire que dès 1948, en fait, une personne ne peut pas, vous avez un champ, de toute façon, dès le départ, c'est un petit peu problématique. La terre d'Israël, même une personne qui achète une maison, qui a un bail, ça ne lui appartient pas vraiment. Au bout d'un certain moment, ça revient à l'État. Bon, après, bien entendu, la personne elle peut réactiver ses droits, renouveler son bail. Mais ça appartient à l'État. Il n'y a pas de propriété
complète pour l'habitant. Et donc la première chose qui est faite, c'est que les réserves d'eau sont nationalisées. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un champ et dans ce champ il y a un puits, le puits ne vous appartient pas, le puits appartient à l'État. Et cette nationalisation de l'eau fait que en fait, très rapidement on peut organiser la façon dont l'eau sera répartie et donc on va pas être face à une situation où par exemple quelqu'un qui aurait des terres, je sais pas moi, qui a acheté des terres sur le bord du lac de Tibériade, va impacter son eau et va la vendre comme il veut. Ça, c'est impossible. Donc ça, c'est la première chose. Et c'était très intéressant et très intelligent de le faire à l'époque, puisque à l'époque, on n'avait pas les mêmes demandes en eau qu'on a aujourd'hui. On a une population qui est de 650 000 habitants, ou en 1949, on est même à 1 300 000. On n'est pas aux 8,5 millions d'aujourd'hui. Mais tout de suite, on a eu cette compréhension très rapide de ne pas laisser ça aux mains des particuliers, de laisser ça aux mains de l'État, et c'est l'État qui va tout organiser. Alors, ce que l'État a aussi très rapidement compris, c'est qu'il va falloir faire des économies d'eau. Il va falloir faire des économies d'eau. Il y a des campagnes de sensibilisation, en fait. Donc, il y a des campagnes en Israël, c'est commun. Par exemple, quand vous prenez votre douche, vous savonnez, vous fermez l'eau. Ouais. Alors, très souvent... Mais il faut dire que c'est la suite d'une campagne qui a eu lieu dans les années, je crois, 70, si je me trompe même pas. Même les années 50. Dès le départ, on apprend... On expliquait qu'il fallait arrêter, que chaque goutte compte. Exactement. Une autre chose, ça c'est dans les années 70 qui a été inventé. Israël invente la chasse d'eau à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'une chasse d'eau qu'on connaît encore aujourd'hui, qu'on connaît encore et qui a été surtout dans le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, on peut la retrouver. C'est une invention israélienne parce qu'en Israël, très rapidement, on réfléchit de façon tout à fait pragmatique. On dit voilà, il y a des besoins qui nécessitent beaucoup d'eau, d'autres moins. On va pas utiliser de l'eau pour rien. Aujourd'hui, même les enfants le savent. Aujourd'hui, c'est sur plusieurs générations. C'est un petit peu comme dans les années à la fin des années 1960, début des années 1970, il y a une loi qui va être passée sur les fleurs en Israël. On n'a pas le droit de cueillir des fleurs. Vous êtes par exemple en balade, il y a des fleurs que vous aimez, c'est interdit de faire de la cueillette de fleurs. Pourquoi ? Pour préserver en fait la faune et plutôt la flore. Et donc ça a déjà 40 ans cette loi a 40 ans, et en Israël où tous les habitants israéliens savent que quand on part en Tioul, quand on va se balader, on n'a pas le droit de cueillir des fleurs. Et donc c'est cette même éducation, ces mêmes campagnes de sensibilisation ont véritablement extrêmement bien marché, puisque aujourd'hui en Israël, les gens automatiquement ont des réflexes. Et d'ailleurs c'est assez rigolo, mais vous voyez tout de suite quelqu'un qui n'est pas israélien en Israël. C'est-à-dire que un ami, vous recevez des amis à la maison et il va vous faire la vaisselle, vous savez tout de suite s'il est israélien ou pas. Le type qui laisse le robinet ouvert et les chutes du Niagara tombent, ou à l'inverse. Alors on va mettre aussi, il va y avoir cette petite invention qui est israélienne, je crois aussi, de mettre un petit embout sur les robinets. Ce que vous avez derrière. Ah oui, les embouts sur les robinets, ça. Pour amplifier la pression. Pour amplifier la pression et avoir l'impression d'avoir plus d'eau, justement. Et ça aussi, c'est israélien. Et puis, ce qu'on a aussi derrière nous, c'est Netafim. Netafim. Alors l'irrigation au compte-gouttes, qui est maintenant connue dans le monde entier. Qui même, si je me trompe pas, ça appartient. Ça appartient à un kibbutz, mais le kibbutz l'a vendu à l'Inde à plus de 50%. Donc c'est une technologie aujourd'hui. La technologie, elle est israélienne, mais la société, elle n'est plus, si je ne me trompe pas, à 100% israélienne. Donc Netafim. C'est le goutte à goutte, en fait. C'est le goutte à goutte. Et en fait, Netafim, ça a été inventé de façon assez rigolote. C'était dans les kibbutzim du Negev, donc où il faisait très chaud. Et une personne s'était rendu compte que donc il y avait des canalisations, et qu'il y avait un endroit où la canalisation était mal fermée, et on avait des choses qui poussaient, bien qu'on soit au milieu du désert, et bien que ce soit goutte par goutte, si on passait devant la canalisation, on voyait pas qu'il y avait une fuite, mais en fait, goutte par goutte, on voyait que les choses poussaient. Et donc, on a eu cette idée complètement révolutionnaire, de mettre donc une canalisation en caoutchouc avec des petits trous et avec de l'eau qui tombe au goutte à goutte, ce qui permet de faire beaucoup d'économies d'eau. Et ce qui permet aussi, quand vous baladez n'importe où en Israël, même dans les régions les plus arides et les plus chaudes, vous avez toujours des jardins, et parce que tout est irrigué au compte à goutte. Une invention qui a été exportée en Afrique en particulier pour les dans pays. Le monde entier même, par exemple, on l'oublie souvent, mais un des pays dans le monde où on a le plus de problèmes de sécheresse, c'est les États-Unis. Toute la Californie, ce sont des endroits où il y a une véritable problématique, le Nevada, etc.
Et donc cette technologie, eh bien, a été exportée. Et j'ai envie de vous dire, même dans des pays comme des pays européens où on manque pas spécialement d'eau, enfin ça dépend parce que le sud de l'Europe où il manque d'eau, mais le nord pas spécialement, bah, ce serait pas bête de passer à ça. Et il y a un journaliste, enfin c'est pas un journaliste, c'est un Américain qui a écrit un livre très important sur le sujet, sur le sujet de l'eau et comment en fait ce livre s'appelle Let There Be Water et que l'eau fut, de la manière qu'on dit que la lumière fut, alors et que l'eau fut. Et en fait, ce qu'il décrit dans son livre, c'est la façon dont Israël en 1948 se préparait à une pénurie d'eau et à des conflits parce qu'on le dit souvent, on le dit le conflit israélo-palestinien, en fait c'est un conflit d'eau, ça c'est des choses qui reviennent souvent, et comment Israël en quelques années a réussi en fait à changer la donne. Alors il y a d'autres choses qui sont faites au niveau de la technologie pour l'eau, en particulier c'est l'épuration des eaux, c'est-à-dire l'utilisation des eaux usées. Alors en Israël, 80% des eaux usées sont réutilisées. 80% de l'eau qu'on utilise, c'est de l'eau qui a été épurée et qu'on réutilise. C'est le niveau le plus élevé au monde. Le deuxième pays au monde qui utilise qui a une technologie d'épuration des eaux qui est importante, c'est l'Espagne. Ouais. Avec combien de pourcentage ? Alors, c'est moins de 80%. C'est moins de 80%. On va dire 70%. Avec 20%. 20% Et seulement. le troisième pays au monde qui, en particulier dans les États où il fait trop chaud et les États arides, où on utilise aussi, on fait de l'épuration d'eau, c'est les États-Unis avec 10%. 5%. Donc Israël, on est très 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 loin. Et ce sont donc des usines qui font en fait de l'épuration de l'eau. Qui font de l'épuration d'eau. Il y a plusieurs usines en Israël. Il y a plusieurs usines. Si je ne me trompe pas, il y en a une qui est sur, je ne sais plus si c'est Ashdod ou Ashkelon, puisqu'on a épuration des eaux, ce qui est un peu partout dans le pays. Et on a aussi des usines de désalination, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que Israël aujourd'hui a aussi réussi à développer une technologie très pointue pour tout ce qui est l'utilisation de l'eau de mer et retirer en fait le sel de cette eau et utilisation de l'eau. Alors il faut rassurer les gens, en général l'eau qu'on boit c'est peut-être de l'eau qui a été désalinisée, mais ce ne sera pas de l'eau qui a été épurée. C'est surtout utilisé pour l'agriculture. Exactement, utilisé pour l'agriculture. Et j'ai envie de vous dire encore tellement de choses qui pourraient être faites en Israël. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui l'agriculture, eh bien elle reçoit des aides de l'État. Par exemple, elle achète son cube d'eau à un prix beaucoup plus inférieur au prix que nous payons pour utiliser de l'eau. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, remettez le prix normal et les agriculteurs feront encore plus attention et n'utiliseront pas autant d'eau. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais jusqu'à maintenant, il faut ça, bien entendu, ce sont des technologies qui sont exportées. Et à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de groupes de spécialistes qui viennent en Israël. En fait, moi, j'avais rencontré une guide qui ne fait que ça, qui fait en fait des visites autour de l'eau, où elle prend des groupes d'hindous, de chinois. Ils viennent pendant 2 semaines en Israël. Elle leur fait le tour de toutes les infrastructures. Très bien. Autre sujet aussi dans lequel Israël est bien connu et a fait une percée assez importante très rapidement, puisqu'en 70 ans, Israël est placé dans l'espace mondial, puisque un des facteurs aujourd'hui importants, justement, que ce soit dans la communication ou dans la sécurité, il faut être dans l'espace. Exactement. Il faut envoyer des satellites, et Israël l'a fait très rapidement. Alors, dès les années 70, dans les années 70, on est encore un très jeune pays, les budgets ne sont pas très importants, mais Israël voit l'importance de développer ses capacités spatiales. Donc, elle développe toutes les infrastructures, et c'est en 83 que le ministre des sciences et des technologies de l'époque, qui s'appelle Yuval Ne'eman, qui est quand même une très 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 grande figure, qui parlait très bien français, puisqu'il a fait une partie de ses études en France, il va créer l'agence spatiale israélienne, connue sous le nom de Sochnut HaChalal HaIsraélit. Et on va donc développer... Alors, à l'époque, j'ai envie de vous dire, l'agence spatiale, quand on vous parle
de l'espace. On pense peut-être aux premiers pas sur la Lune ou peut-être les premiers pas sur Mars, mais restons tout à fait à un niveau plus bas. voilà, du commun des mortels. Le téléphone portable, c'est de la technologie spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utilisé dans 2 domaines particulièrement, les communications et la sécurité. Alors, est-ce que c'est d'abord la sécurité qui a poussé la création de cette agence ? Je pense que c'est les deux allés en même temps, puisque aujourd'hui, par exemple, ou la télévision ou votre téléphone, tout passe par un satellite. Donc, rapidement, on a vu que c'était où on va dire le transfert de données. Ça, c'est d'un côté. Les photographies aussi spatiales, ça, c'est aussi important. Et puis, rapidement, de toute façon, tout ce qui dit technologie dit aussi technologie sécuritaire, et en général tout va ensemble. Je rappelle que l'Internet, qui a inventé Internet, c'est le Pentagone. Le Pentagone, c'était son moyen de pouvoir envoyer des données de façon codée, de façon très rapide, à droite à gauche. Donc au fur et à mesure, ça a été démocratisé et Internet est né. Alors quand a été envoyé le premier, on va dire, premier satellite israélien. Alors les satellites israéliens, ils s'appellent Ofek. Donc le premier est lancé en 88. Alors un satellite, faut s'imaginer, c'est énorme. C'est à peu près, ça pèse 1 tonne. Donc c'est pas imagé ce que je suis en train de dire. Ça pèse très lourd. Et ça pèse très lourd et ça pèse 1 tonne, donc 1000 kilos. C'est très grand. C'est très grand puisque ça pèse lourd, donc il faut qu'il y ait de la place pour peser lourd. Et aussi une des particularités du satellite, dans la technologie en fait du lancement de satellite, le satellite, on l'envoie en fait dans le sens du mouvement du globe terrestre. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple on voulait envoyer, je sais pas moi, un satellite de la France, disons nous sommes à Lyon, on lance le satellite. Alors le satellite, il va d'abord passer au-dessus de la Suisse. Et puis il va continuer au-dessus de l'Autriche, et puis il continuera vers l'Est. Et la problématique en Israël, on a une problématique, c'est que Israël, les pays qui sont à l'Est d'Israël ne sont pas des pays amis, au contraire. Donc on a la Jordanie, ça peut encore aller, mais ensuite quand on arrive vers l'Irak et l'Iran, ce ne sont pas des amis. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est que lorsque le satellite décolle, ils sont toujours dans le champ de tir, on va dire, de ces pays. Donc, comme ennemis. C'est très gros, ça prend du temps à monter dans l'espace. Ça peut pas se faire de façon anonyme. Donc tout le monde est au courant. Et puis en particulier quand Israël veut faire entre guillemets sa publicité, dire que voilà, on réussit à envoyer des satellites. Donc pendant de nombreuses années, en fait, ce qu'a fait Israël, c'est qu'elle a envoyé ses satellites de pays amis. D'accord. Donc, par exemple, l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan, qui sont des pays amis avec des étendues assez importantes pour pouvoir envoyer les satellites. Et donc, on envoie cette grosse. Et ça, c'est possible surtout pour les satellites, on va dire, de communication. Voilà, exactement. Il y a un problème quand même lorsqu'on veut lancer un satellite qui est lié à la sécurité et au renseignement. Voilà, donc on n'a pas très envie d'avoir de l'aide de personnes qui ne sont pas israéliennes, on va dire ça comme ça. Et puis aussi, on a des technologies, à ce moment-là, on a des technologies dans le monde des renseignements qui est très particulière, qu'on ne veut pas non plus, qu'on n'aimerait pas, qu'on veut pas dévoiler, qu'on n'aimerait pas qu'on nous vole ou qu'on nous pique. Et donc là, Israël a fait, a utilisé à nouveau ces neurones, et on a eu, en fait, Israël a développé des satellites qui sont d'abord tout petits. D'accord. On utilise de la nanotechnologie, donc qui dit nanotechnologie dit de la technologie en tout petit. Aujourd'hui, on a des satellites qui font jusqu'à 3 kilos, donc c'est minuscule. Et surtout, la grande particularité, c'est qu'Israël a réussi à envoyer des satellites dans le sens inverse. C'est-à-dire que les satellites israéliens, tout ce qui touche au renseignement, sont envoyés vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Donc ça monte au-dessus de la mer Méditerranée, donc on est tranquille sur un bon bout de temps. Mais surtout, ces satellites, quand ils sont envoyés, ils font quelque part l'impossible. C'est comme si je vous disais, quand réussir à faire tourner l'eau, quand vous terminez votre bain et vous tirez le bouchon, réussir à faire que l'eau tourne dans le sens inverse. Alors à moins d'être dans le sens inverse, dans le sud de la planète, c'est impossible.
possible. Et donc c'est une des grandes capacités israéliennes. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit sur l'écran, on a aussi un satellite. Alors le plus connu, c'est le satellite Ofek. Ofek. Alors l'Ofek, c'est comme si on disait Ariane. Vous savez, il y a Ariane 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont. C'est l'équivalent avec Ofek, avec cette capacité. Donc à chaque fois, en général, quand on parle d'Ofek, donc il y a une partie du satellite qui va travailler pour les télécommunications, une partie du satellite qui travaillera peut-être pour la recherche, une partie qui travaillera pour prendre des photos, et les satellites qui font eux du renseignement, eh bien on entend un petit peu moins parler puisque on n'est pas censé le raconter à tout le monde. Bien sûr. Donc ça c'est pour ce qui se passe dans l'espace, et puis bien entendu Israël a été confronté à la sécurité. Il a fallu bien entendu se protéger, et là aussi il y a des défis qu'il a fallu relever. Alors il y a beaucoup de défis dans le domaine de la sécurité. Toujours. On va en parler de deux, plus particulièrement les plus connus peut-être, ou ceux dont on a entendu le plus parler, puisqu'il y a sans doute encore des choses dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas la contenance. D'abord c'est le Lavi. Qu'on voit derrière vous. Alors le Lavi, ça a été en fait le premier avion de chasse made in Israël. Entièrement. Alors l'histoire du Lavi, donc Israël a toujours acheté. Triste. Enfin, je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est pas, au final, tout sera utilisé. En fait, en Israël, au moment de la création de l'État d'Israël, Israël d'abord achète ses avions militaires en France. Donc, ce sont des Dassault, des Mirage, qui sont achetés, qui sont utilisés. Et puis, au bout d'un moment, on a l'embargo. Merci De Gaulle. Et donc, à partir de 67, on va commencer à aller acheter nos armes. Mais c'est même un peu plus tôt que 67. On commence à acheter nos armes aux États-Unis, et donc on achète en fait des F-16. Et ce qui se passe, c'est que Israël très rapidement se rend compte qu'elle est capable de développer tout ce qui touche à l'armement des avions de chasse. Et puis il faut rappeler aussi que Israël, ce qu'elle a fait très rapidement, c'est qu'elle reçoit l'avion qu'elle a acheté, que ce soit un avion français ou un avion américain, et puis elle va le démonter et elle va installer de la technologie israélienne à l'intérieur. Donc elle va l'améliorer. Elle l'améliore toujours. Et le degré des améliorations est aussi est secret. C'est-à-dire que par exemple, quand vous achetez un F-16 américain, d'abord le F-16 qui vous sera livré sera différent du F-16 de l'armée américaine, puisque l'armée américaine, elle se garde les meilleures technologies que la société que F-16 arrive, de Boeing, c'est Boeing, c'est F-16, enfin que F-16 arrive à développer, ça c'est la première chose. Donc elle se garde donc le secret, et puis bien entendu il est interdit de vendre à d'autres pays du monde des avions qui sont au même niveau que les avions américains. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que Israël très rapidement comprend qu'elle peut en fait travailler, amener sa technologie, et donc le monde entier ne sait pas quelle est la technologie utilisée par les avions israéliens. Mais quand même, dans les années en 1980, il y a cette idée de créer, pour la première fois qu'Israël crée son propre avion de chasse. Elle demande la permission américaine, puisque les Américains sont quand même assez... ils sont dans l'histoire, et bien pour sûr. Plusieurs raisons aussi, parce que les Américains donnent une aide financière très importante à Israël. C'est une aide financière qui touche à l'armement. En fait, qui est utilisée ensuite par Israël pour acheter des armes aux États-Unis. Et donc, en 1982, on a le début de la construction du Lavi. Les Américains, au départ, sont très contents. Ils aident au développement. Pour eux, ils voient ça sous un bon œil, puisque si c'est une technologie qui marche, ils vont pouvoir la récupérer. On verra ça un peu plus tard pour Kippat Barzel, pour le dôme de fer. Et puis, ils se rendent compte, en 87, en fait, il y a une pression importante, et le développement du Lavi est interrompu de façon assez brusque, parce que les Américains en fait ne veulent plus que cette aide américaine serve à développer une technologie israélienne. Donc il était presque prêt, l'avion. Il aurait pu marcher. C'est quand même, ça a été une grande prouesse, et la société israélienne est très très fière, en particulier la Taasia Avirit, l'industrie aéronautique israélienne, parce qu'on a réussi à développer un avion de bonne qualité, bien qu'il n'ait jamais été utilisé en mission.
munitions ou quoi que ce soit. Alors, vous dites que la technologie qui a été inventée, ou en tout cas mise au point pour le lavier, a été réutilisée après ? Elle est toujours réutilisée. Donc, de la même façon que je vous ai dit, quand les avions arrivent, Israël, eh bien... On a reçu d'ailleurs des moi, avions dernièrement. Voilà. Moi, j'ai un ami qui travaille à l'armée dans ce domaine-là, et il m'avait raconté, il avait dû passer il y a quelques mois. Il y a eu 1 ou 2 ans, il avait dû passer quelques mois aux États-Unis parce que justement, il y avait les nouveaux avions qui allaient venir, donc il fallait qu'ils soient sur place pour apprendre à les utiliser. Et ensuite, quand les avions sont arrivés ici, alors à nouveau, il était en mission ils ont tout simplement dépioté l'avion pièce par pièce pour comprendre et pour pouvoir le changer. Et puis, si on parle un tout petit peu des avions, une des grandes inventions israéliennes, c'est l'invention des malatim, des drones. Donc les drones aujourd'hui, tout le monde. C'est très utilisé aujourd'hui. C'est utilisé de partout. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est très démocratisé le drone. Et puis souvent, quand vous allez à des mariages, alors le photographe, il a un petit drone Mais au départ, le drone a été inventé pour ça. C'est la même technologie. Non, c'est la même technologie, mais le premier drone a été inventé pour ça. Le premier drone a été inventé au moment de la Milchemet Atasha, de la guerre d'usure entre Israël et l'Égypte. On avait besoin en fait de pas mettre de soldats en péril, mais on avait besoin de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Donc on envoyait cette espèce de petit mini-avion, avion téléguidé avec un appareil photo qui puisse prendre des photos de l'autre côté de la frontière sans mettre en danger nos troupes. Et donc on est parti de ça, et puis aujourd'hui c'est très courant d'utiliser les drones dans le service sécuritaire. On m'a encore dit cette semaine qu'il n'y a pas une opération militaire où on n'a pas un drone qui fait partie de l'opération. Bien sûr. Alors, autre invention, on va dire là, totalement 100% israélienne, c'est le dôme de fer. Kippat Barzel, exactement. Kippat Barzel. Et en fait, ça a été créé à la suite de la Seconde Guerre du Liban. Voilà, alors Seconde Guerre du Liban... On a vu à ce moment-là des missiles, des roquettes en tout cas, qui ont été lancées depuis le Liban vers le nord d'Israël, et il fallait réagir. Alors, on a une grande problématique en fait au Liban en 2006, c'est que le sud du Liban, donc, qui est au nord d'Israël, le sud du Liban est une région qui est complètement infiltrée par le Hezbollah. Le Hezbollah qui utilise toute cette région pour envoyer des terroristes en Israël, ou bien pour tout simplement tirer sur Israël. Et en 2006, on a la Seconde Guerre du Liban. Pendant à peu près 3-4 semaines, on a tout le nord d'Israël, et ça descend, je pense que jusqu'à Hadera, je pense que c'est juste de le dire. On a le pays qui donc se reçoit des missiles, différents missiles sur la tête, et donc la vie israélienne s'arrête dans le nord du pays, puisque les gens sont dans les abris, ne peuvent pas bouger. Et donc à partir de ce moment-là, on commence à penser en fait à une technologie qui permettrait d'intercepter et des roquettes et des obus de courte portée, et les intercepter, donc les faire exploser dans le ciel. Alors en fait, qu'est-ce que fait le Kippat Barzel ? Donc c'est ce système. C'est-à-dire, elle détecte lorsque les roquettes sont lancées, à partir du moment vraiment où ils sont lancés. Donc en quelques secondes, ils savent déjà qu'une roquette va être lancée, Et donc, grâce à un algorithme qui a été véritablement très bien développé, tout de suite, ils comprennent quelle est la trajectoire de tir de l'obus ou de la roquette. Et ensuite, on envoie donc un missile de chez nous qui l'intercepte et qui le fait exploser en l'air. Il y avait eu déjà une technologie du même genre qui avait été mise au point pour... Mais pas à ce niveau. En 1991, dans la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Mais c'est pas la même capacité. Et puis, faut le dire aussi, donc cette technologie est développée. Ensuite, on va voir les Américains donc, vers 2008 pour demander de l'aide financière. Une aide financière, pardon. L'aide va être donnée, entre autres, c'est Obama qui va donner son aval pour donner cette aide. D'ailleurs, c'est l'argument que les gens qui aiment Obama disent mais Obama n'était pas mauvais pour Israël. Regardez, il a donné l'argent pour développer Kippat Barzel. En fin de mandat aussi
une allocation assez importante, il faut le rappeler. Voilà. Et donc, donc cette technologie est développée. En 2000, à partir de 2009, on arrive déjà à faire des essais. Les essais ne sont pas à 100% concluants. Et 2010, on a la première batterie de Kippat Barzel qui est prête. Et en fait, donc c'est prêt, mais à nouveau, on n'a jamais vu, marcher, on va dire ça comme ça. On l'a jamais vu à l'œuvre. Et en 2014, on a l'opération Tzouketan. Et durant cette opération Tzouketan, là, c'était très impressionnant. Là, il y a des tirs de la bande de Gaza. Alors là, c'est la bande de Gaza, mais en fait, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'on a, ils lancent donc des missiles sur Israël à partir de zones de population civile. Donc pour Israël, c'est très compliqué d'aller détruire, bien on le fait, mais c'est compliqué. Les tirs de lancement, et donc pour répondre, et donc là on a une situation qui est presque entre guillemets parfaite, puisque de la bande de Gaza, le Hamas tire sur, cette fois-ci c'est arrivé jusqu'à Jérusalem, donc sur plus de la moitié du pays, et Israël arrive à intercepter donc ces missiles. Et je pense c'est pratiquement du 100%, il faut dire. Je pense qu'il n'y a pas eu de raté, ou des fois, même Kippat Barzel réfléchit et puis il se rend compte que si, par exemple, un missile, sa trajectoire va être dans un endroit où il n'y a personne qui habite, alors il préfère ne pas tirer parce que ça coûte très cher. L'argent, bien sûr. Mais c'était intéressant parce que quand j'ai préparé cette émission, je réfléchissais, je me disais que quelque part, ces grandes manifestations qu'on a aujourd'hui à la frontière de la bande de Gaza, eh bien, c'est un autre moyen, entre guillemets, d'embêter Israël. Et Israël, bien qu'elle ait de la technologie, elle ne peut pas répondre. Par exemple les cerfs-volants. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des missiles contre les cerfs-volants. Donc c'est toujours... Alors il y a une technologie aussi qui n'a pas été encore entièrement révélée par ça, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission lorsqu'on en saura un peu plus, c'est celle de la technologie pour découvrir les tunnels qui sont aussi, après justement le fait que le dôme de fer a été mis au point et que les missiles et les roquettes étaient inefficaces, on a trouvé un moyen, c'était de construire des tunnels donc de la bande de Gaza vers Israël. Et là aussi, une technologie qui n'a pas encore été révélée vraiment, mais on sait qu'elle existe en tout cas, qui permet de découvrir en fait dès qu'il y a une construction de tunnels. Voilà, donc là c'est intéressant parce qu'en fait tout ce qu'on a, toutes les inventions dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est véritablement Israël face à l'adversité, que ce soit une adversité qui soit géographique, bien ce sont les conditions de vie en Israël, ou que ça soit d'un point de vue sécuritaire ou à nouveau pour des raisons de renseignement. Donc on est dans un tout petit pays, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on se débrouille comme on peut. Et je crois que Israël a su ou sait quoi faire. Et surtout, par exemple, les États-Unis, c'était clairement dit, c'était l'intérêt des États-Unis de financer le développement de Kippat Barzel, puis de ce dôme de fer, puisque ensuite c'est une technologie qui est reprise par les États-Unis. Et les États-Unis, peut-être ils ne vont pas recevoir à 100% la technologie, mais ils peuvent acheter ces batteries du dôme de fer qui peuvent ensuite protéger tout endroit. Comme quoi, nos ennemis peuvent aussi générer, on va dire, des choses. C'est toujours comme ça en général. Oui, enfin bon, on pourrait s'en passer, je vous assure. On pourrait s'en passer, mais bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir parlé de tous ces sujets très intéressants dans cette émission un peu spéciale de Israël demain sur les technologies et l'adversité israélienne. Merci beaucoup, Eliana. Merci à Ariel pour la réalisation technique et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.